Les amis, bonjour. Je suis chez les Heures Suisses, dans le 16e à Paris. De très jolies montres. Je suis avec Didier, le fondateur, qui est avec moi, qui va nous présenter des jolies pièces. Et je suis avec toi, Stan, aussi, à la caméra. Et je mettrai le lien de ton Insta. Faut qu'on le mette en description. Merci, avec plaisir. L'homme de l'ombre. En tout cas, très sympa. Il y a un petit ballon dont on va parler après. Mais je pense que ça va vous intriguer, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ok Didier, content d'être chez toi, toujours très bien reçu. Merci. La sélection, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le modèle que tu as dans les mains? Alors, le modèle que j'ai dans les mains, c'est une montre qui a été fabriquée pour Harry Winston dans les années 90-2000. Le créateur de cette montre-là, c'est Jean-Claude Getz, Ouais. qui était inspiré par les doigts de son enfant quand il était bébé. Et on retrouve ici les doigts du bébé, ici, sur les côtés. Ok. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très connu dans la profession et dans l'horlogerie, qui a beaucoup inspiré, qui est du même calibre que Gérard Genta dans ce domaine et qui a fait les premières montres Harry Winston. Voilà, ce modèle-là, elle est neuve avec sa boîte et ses papiers d'origine et une boîte de remontage automatique. Et les doigts du petit bébé qu'on voit Voilà. sont ceux d'Emmanuel Guet qui, quelques années plus tard, dessinera la Royal Oak Offshore. Exactement. Et c'est un double quantième manuel avec face de lune. Et son père a fait aussi beaucoup de modèles pour Piaget et il était plutôt discret comme dessinateur horloger. Elle est de quelle année à peu près? Alors d'après les archives, c'est des années 95-96, juste avant 2000. Ok. Voilà, c'est la période d'Harry Winston avant les opus 1, opus 2, opus 3 qui avaient été créés par Max Basser. Ouais. Ouais, elle est jolie. Ouais, c'est très joli. La boîtier en or jaune. T'en penses quoi, Stan? Très jolie. La première fois que je la vois, en vrai. La face de lune, elle est magnifique. Voilà, c'est romantique. On dit souvent que ça ne sert pas à grand chose, mais c'est terriblement romantique et efficace sur une montre comme celle-ci. Et puis elle est atypique. Hein. Aujourd'hui, c'est quasiment introuvable, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, le nombre de pièces produites, j'avoue que je ne le connais pas. Mais je pense qu'ils ont dû faire 200 ou 300 pièces maximum dans cette période. Et combien ça vaut à peu près? Aujourd'hui, on est sur une base de entre 15 et 18 000 euros. Ça dépend de l'état. Mais là, elle est en très bon état. Donc, Elle est full set? elle est full set. Donc full set, en bon état, jamais porté, on est à 18 000. Ok. Intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette petite Patek Philippe Là, on a un mythe entre les mains. C'est la petite Patek Philippe Nautilus 34 mm de diamètre, un mouvement quartz, avec un cadran qu'on dit cadran blanc tramé. La référence est 3900/001. C'est une montre qui est sortie en 2000 exactement et qui est aujourd'hui introuvable sur le marché. C'est surtout le cadran blanc qui en fait la rareté. On a eu souvent des cadrans noirs sur les Nautilus, le cadran bleu. Le cadran blanc tramé, il est très recherché. Voilà, c'est une taille dame, donc 34 mm, mouvement quartz et mouvement quartz fabriqué chez Patek Philippe évidemment. Il a été révisé chez Patek Genève, à la boutique, il y a 5-6 ans déjà. Taille dame. Ouais, il m'arrive de porter des 34, des 33. Là, on a des hommes qui. Tu remontes un peu ton poignet là? On a des hommes qui la portent, hein, qui ont des petits poignets. J'ai des clients qui l'ont essayé, qui ont des petits poignets, ça allait très bien. Mais là, en 34 mm, c'est plus une femme. Ah oui, tout à fait. Ah, comment ça te va? Il faudrait même enlever un maillon. C'est vrai. Alors là, je suis. En fait, 34, c'est bien pour toi. Un 36, c'est limite trop grand. Évidemment, c'est incroyable. J'ai une Je te Rolex dis, il faut en enlever 34. un maillon, Voilà, c'est tu sais parti. ce qu'il te reste à faire. Hein. Exactement. T'as plus qu'à économiser. Voilà. C'est vraiment un modèle qu'on voit pas tous les jours, ça. Et Sur le marché cadran, de il se l'occasion. patine un peu ou pas? Ou il change de couleur ou pas spécialement? Pas à ma connaissance pour l'instant, tous les cadrans que j'ai vus, C'était vraiment bien blanc comme ça. c'était bien blanc comme ça et ils restent bien blancs. Les cadrans qui changent de couleur chez Patek, il faut vraiment aller dans les pièces anciennes.
Ça, c'est des pièces qui sont encore considérées comme récentes parce que ça va à peine 24 ans. C'est encore des montres qui sont récentes. Ils en ont fait en 34 automatique? Oui, ils l'ont fait en automatique également. Bonne question. Ils l'ont fait en automatique. Tu m'en avais parlé et je la trouve assez incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous dire sur celle-ci? Alors, ce que je peux te dire, celle-ci, c'est quasiment une pièce unique parce que c'est appartenu au roi Hussein de Jordanie. C'est une montre qui date des années 59 exactement. Ce modèle, c'était le modèle 800, c'est le modèle 809 Cosmonaut chez Breitling. Ce modèle à l'époque était uniquement en plaqué or. Donc le roi Hussein de Jordanie, pour un roi, impossible d'avoir du plaqué or. Il a fait une demande spéciale à la manufacture Breitling pour avoir une quinzaine de pièces en or, dont la sienne, qui est gravée. On a les armoiries du roi au dos de la montre, on pourra le voir après. Et c'est écrit en arabe Bin Talal, le fils du roi. Voilà, donc c'est une pièce qui a été offerte dans une chasse par le roi, un de mes gros clients libanais, et qui l'a conservé. C'était offert à son père, et il l'a conservé dans un coffre au Liban pendant des années. Et là, comme on connaît toute l'histoire du Liban, il y a eu cette explosion et ils ont retrouvé la montre. Il n'y avait plus que le coffre qui était en plein milieu de ruines. Et il a pu ouvrir le coffre et à l'intérieur, il y avait encore cette montre qui m'a confié à la vente. Alors, c'est une pièce qui a un cadran laqué, noir, et tout à fait exceptionnel parce que c'est les beaux cadrans laqués qu'on a dans les années 60-70 et avec la lecture 24 heures. Voilà, c'est une lecture 24 heures. Il faut s'y habituer, la lecture 24 heures. Mais c'est une montre exceptionnelle qu'on appelle la Cosmonaut, comme je vous le disais tout à l'heure. Puis là, vous avez aussi une lunette très jolie qui est égrenée, tout or. Et de l'autre côté, on a vu tout à l'heure, on a vu le verso de la montre. Et elle a la fonction chronographe également. Alors, ça, c'est une pièce unique. Alors, pour les amateurs de Breitling, c'est un peu le Graal. Il y a eu peu de pièces en or, à ma connaissance. T'en penses quoi, Stan? Dans le marché. Magnifique, très joli. Je n'ai pas de montre 24 heures. J'ai pas encore publié la vidéo sur ton compte de l'extrait du réel, mais je pense que ça va beaucoup plaire. L'épaisseur. Donc là, on a la version longue. Elle est incroyable. Hein, Ce cadran il est extraordinaire. elle n'existait pas en massif, elle existait en plaqué. C'est ce que Exactement. tu m'as dit, Exactement. Par la suite, il y a eu des modèles qui ont été faits en or par Breitling. Mais à cette période-là, elle était uniquement en plaqué or. C'est beau, hein? Donc, un cadeau du Hussein de Jordanie. Exactement. Alors, ouais, j'ai oublié une petite précision importante quand même. On a encore l'ancien logo Breitling avec les deux avions. Ça, c'est important là-dessus. Et avec la lecture, donc 24 heures. Les cadrans laqués. T'as des papiers là-dessus? Non, heureusement, il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas eu de. C'est une commande spéciale. Ouais, c'est une commande spéciale. Donc il n'y a pas de numéro de série aussi? Non, il n'y a pas de numéro de série, pas de papier. Mais je suis allé à la manufacture, Breitling, il y a quelques années, on dit qu'effectivement, il l'avait bien produite pour le roi de Jordanie. Mais on n'a pas reçu un extrait des archives parce qu'il n'y a pas de référence. Il n'y a pas la référence 809 qui est dessus, et ni le numéro de mouvement, il n'y a aucune numérotation. C'est une commande spéciale, il voulait absolument que ce Je soit crois que tu m'avais dit dans une autre vidéo qu'il voulait Breitling voulait la racheter et la nouvelle direction a changé, ne voulait plus le faire. Oui, il ne voulait plus le faire. C'est ça. Voilà. Ok. Ça, on peut le dire, ça, dans la vidéo? Oui, on peut le dire. Ouais. Il avait pu le faire, mais je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il passait à côté d'une pièce historique. C'est quand même. C'est rare. C'est très rare. C'était les premières montres Cosmonaut en or. Ouais. Donc c'est la genèse de le modèle en or de la 809 chez Breitling. Donc si vous voulez des renseignements ou l'acheter, ou laissez un commentaire pour nous contacter, je vous mettrai en relation avec Didier de la boutique Laser Suisse. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu l'as passé celle-là ou pas? Mais non, il faut que tu la passes. Tu fais Et après, Didier nous parlera de. Il fait tout passer. Bah ouais, c'est bien, t'es le vendeur et tout. Ouais, non, mais moi j'adore porter des montres. Bah oui, bah nous aussi. C'est un je peu crois. mon délire, donc tu peux Un passer. poignet qui fait combien, toi? Au moins 19 comme moi, hein? Oui. Et celle-ci, tu l'as passée celle-ci? Non, mais très jolie. Très bon goût, Alexandre. Ouais, elle est un peu trop voyante, je trouve. Ouais, bon. Non, elle est bien, elle est bien.
Non, mais tu... Mais en or rose, tu préfères pas, toi? Tu préfères en or rose ou jaune? Moi j'aime bien le rose. Ouais, mais moi aussi, mais bon, je l'ai pris en jaune, malheureusement. J'aime bien le rose. Mais, Moi, je pense que ça vieillit mieux, l'or jaune. mais bon, après, c'est peut-être moins courant de le voir en rose. Moi j'aime bien le rose parce que c'est très. C'est plus doux. Mais elle est plus facile à vendre en or jaune. Oui, mais T'as plus de gens, tu vois. Si c'est pour toi, pour la porter, un or rose, moi, j'adore le rose. Oui, Je trouve que c'est une classe incroyable. Après, c'est une histoire de goût, tu vois. Je sais que tout le monde n'aime pas le rose. moi j'aime pas l'or rose quand il y a un cadran blanc. Je trouve que le contraste n'est pas assez puissant. Ouais. C'est vrai, avec un cadran blanc, c'est. Ouais. Peut-être, je sais pas. Le rose, je trouve que c'est Très personnel. très délicat, c'est très italien aussi. Les Italiens adorent le rose. Je trouve que c'est quand même une certaine classe. C'est peut-être plus facile à porter. Il y a tout le monde te vend bien, toi. C'est ce qu'on me dit aussi, maintenant, j'ai plus le droit de le dire, Oui, mais vous dans les commentaires. Bien, vous êtes rencontrés. Non, mais c'est vrai. Non, on plaisante. Mais je suis un amoureux passionné de C'est montre. mon alter ego marchand, tu vois. Exactement. On a les poignets. Moi, toutes les 34 me vont bien. Le problème, c'est qu'on a un problème de choix. Après. Quand on est assez rapidement amoureux de tous les modèles qu'on propose, voilà. On est des vrais passionnés, c'est ça surtout. Donc ce modèle-là, c'est le modèle qui a été créé par Winston dans les années 90, juste 95 exactement, 96. C'est un double quantième manuel avec face de lune. Et c'était créé par Jean-Claude Guette. Jean-Claude Guette, exactement. Qui est aussi célèbre que Gérard Genta, Mais plus discret. mais plus discret dans le domaine de l'horlogerie. Voilà. Pour la suite, on a parlé tout à l'heure du design de la montre, mais sur le boîtier, on voit ici, on a l'impression de voir des petits doigts de bébé. Il s'est inspiré des doigts de son enfant, de son fils, Emmanuel, qui a travaillé après pour Royal Oak Offshore, Voilà. qui a fait la Royal Oak Qui a Offshore. fait- Et qui a fait d'autres Royal Oak. choses. Mais son père a fait la Riviera, Bonnet-Mercier. C'est ça. Enfin, son père a fait vraiment une multitude de... Toute une famille dessins. d'horlogers célèbres. Ouais. Ok, ça on a bien vu. Et après, tu as encore deux jolies montres à nous présenter. Oui. Ah ah. Stan, laquelle tu veux voir en premier? Bon, comme tu veux, c'est toi. C'est toi le chef. Alors ça, c'est une Gérard Perregaux Seahawk. C'est la montre de plongée de Gérard Perregaux. J'ai la boîte et les papiers achetés chez Chronopassion en 1990. Oula. Alors je ne sais pas quand il a commencé, Laurent Picciotto, mais je crois que c'est pas loin. Les années 80, début 90, à moins que je dise une bêtise, je suis pas sûr. Lunettes unidirectionnelles. Et voilà, avec la lunette unidirectionnelle. Ce modèle est plus difficile à trouver aujourd'hui parce que c'était. Gérard Perregaux ne faisait pas beaucoup de montres de plongée, c'est vraiment la montre de plongée iconique de la marque Gérard Perregaux. Seahawk, avec le cadran noir aussi, très beau cadran. Et étanchéité, je ne vois pas d'ici, mais c'est 200-300 mètres, non? C'est trop gros pour toi, Le ça? cadran. Je l'ai essayé, celle-là, j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Elle est de plus en plus recherchée. Les montres de plongée, c'est pas ton truc. Si, j'en ai un petit Est-ce que peu. tu te Des skin divers. Est-ce que tu te ruerais vers l'heure sur ce modèle? Pas mal. Je pourrais. Je pourrais. Ah bah, je trouve ça bien, ça te twiste un peu. C'est ce côté un peu rebelle qui se réaffirme. Alors ça, c'est un modèle qui est sorti dans les années 2004-2005. Ok. Voilà, c'est pas une montre ancienne, par contre c'est la réédition, la 1966 de Gérard Perregaux. C'était une très belle montre. Et pour l'époque, c'était une grande ouverture, c'était rare d'avoir une grande ouverture sur ce type de modèle. Et quoi, il y a plus de 40 mm, hein, je pense, le boîtier. Alors oui, alors je l'ai acheté tout à l'heure, mais pour moi elle a 43, 44 mm là, non? Ou 42. Et c'est un modèle qui existe encore aujourd'hui ou il est en C'est un sortie de collection? Pour moi, c'est un modèle qui est sorti de collection. Il est joliment décoré. Et très joli. C'est surtout une grande ouverture qui est intéressante. Et encore une fois, date, phase de lune, heure, minute, c'est terriblement efficace.
Combien ça vaut à peu près sur le marché de l'occasion? Sur le marché de l'occasion, on est. Là, alors, je n'ai pas l'écran ni le papier, mais sur le marché d'occasion, on est entre 20 et 25. Aux États-Unis, ça se vend jusqu'à 28 000 dollars. Voilà. 28 000 dollars. Ça vous plaît sur mon poignet ou pas? Stan. Ouais. Je voulais pas répondre à la place de ton public. Ouais, non, elle te va bien. La référence exacte, c'est 49 530. Hein. Donc ça, c'est la référence de Gérard Perregaux. C'est toi mon public, Stan? T'es pas abonné? Si. Réciproquement. Réciproquement. Je me suis abonné à ton compte. Mais je te remercie. J'ai mis du temps à le faire. Ouais, mais c'est tout se mérite. Hein. Maintenant, cette montre-là, elle a pas mal évolué au niveau du prix. D'accord. Elle était plutôt dans les années 2002-2005. 2002-2005 aux alentours en occasion, aux alentours de 5, 6, 8 000 euros. 5 6 000 euros. Ouais, et aujourd'hui, c'est remonté. On a passé la barre des 10 000, 12 000, jusqu'à 18 000 quand elle est en parfait état avec la boîte et les papiers. Et aux États-Unis, alors étonnamment, elles se vendent beaucoup. Il y a un gros succès aux États-Unis, elles se vendent beaucoup plus cher que sur le marché européen. Donc, hors boîte papier, c'est un peu au-dessus de 10 000 euros, 12 000 euros. Tout à fait. Ça reste correct pour un Oui, boîtier en or. c'est très joli. Et c'est très bien placé. Ouais. Face de lune, c'est bien placé. Ouais. Alors encore une fois, c'est la grande maison Gérard Perregaux. Ça intéresse principalement des collectionneurs avertis. Et rapport qualité-prix, c'est vrai que. T'as un meilleur rapport qualité-prix qu'une Rolex Datejust clair. fait en grande série. Tout à fait d'accord. Qui a, à part la date, pas de complications. Et qui n'a pas un boîtier en or. Mais là, on se fait plaisir et on casse pas la tirelire non plus. Pourquoi c'est justifié le prix chez Rolex, tu trouves? Tu vois, une Datejust comme ça doit valoir qui a 14 500, 15 000 euros à la boutique. Oui. Tu penses pourquoi c'est justifié? Comment ça se fait? C'est justifié. Moi, j'ai connu Rolex, j'ai travaillé il y a quelques années. Et il y a une augmentation de prix tarifaire de chaque année. Et on crée. Ça devient un produit d'ultra luxe. On n'est plus dans le luxe, on est dans l'ultra luxe. En même temps, de grande consommation, parce qu'ils font plus d'1 million de. Oui, de grande consommation. Oui, mais voilà, il y a souvent des amateurs de Rolex qui achètent pour avoir une très belle montre au poignet et puis la transmettre à ses enfants, à leurs enfants. Et puis certaines personnes l'achètent pour faire un investissement. Alors il y a eu cette notion d'investissement depuis quelques années où le marché a complètement explosé. Parce que tu vois, en termes d'un point de vue horloger purement, les plus intéressantes, celle-ci. Le mouvement est beaucoup plus joli, plus décoré, la série est plus faible, tu as une complication de phase de lune, il y a un boîtier en or massif. C'est ça. Alors, je ne sais pas si on peut comparer les deux, parce qu'on a une montre un peu sportive et l'autre qui est plus classique. Mais c'est vrai que la Gérard Perregaux, rapport qualité-prix, elle est très très bien positionnée. Elle sera moins robuste qu'une Rolex. C'est clair. Comme la plupart des autres marques mis à part Rolex. Et puis, s'il faut la faire réviser, bon, dès qu'on a une phase de lune, ce genre de choses. À la révision, ça va être un peu plus cher. À la révision, oui. Oui, c'est ça. Ce qui est tout à fait justifié. La révision, on est un peu plus cher. Apparemment, la révision chez Audemars Piguet, elle est extrêmement chère, j'ai entendu. Chez Audemars, oui. Ouais. Oui, très. Mais tu penses que c'est pas une stratégie commerciale pour justement facturer plus cher? Pourquoi c'est justifié que ce soit si cher chez Audemars, par exemple, tu sais? Alors, je ne sais pas si je dois dire ça, mais souvent, malheureusement, pour beaucoup de manufactures, le SAV, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire, mais ils sont obligés d'entretenir leur parc horloger, comme les parcs automobiles. Donc, ils sont obligés voilà. Donc, c'est vrai que sur la restauration, les prix explosent. C'est là où ils font des marges les plus importantes. Maintenant, sur une révision, c'est vrai que pendant longtemps, les manufactures faisaient des révisions à un juste prix, les prix ont augmenté parce qu'ils veulent continuer à avoir leur marge, parce que la plupart des manufactures sont maintenant dans des grands groupes financiers. Gégère, c'est pas donné non plus, m'a-t-on dit. Non, c'est pas donné non plus. Quant à Patek Philippe, n'en parlons pas. Non. Mais pour avoir travaillé chez Gégère, j'ai travaillé quelques années chez Gégère, j'ai vu les prix du SAV augmenter. Mais après, c'est des forfaits qui sont plus ou moins imposés pour Toi, tu fais des révisions? le groupe Richemont. Oui, on fait des révisions. J'ai 2 horlogers, j'en ai un en particulier qui est très très bon et qui fait les révisions sur toutes les montres à complications. On peut venir te voir pour une Oui, révision on peut venir aussi. les voir pour une révision et une restauration. Il fait les deux. Ok. La restauration, ça devient de plus en plus rare. Un horloger qui restaure des pièces anciennes sur Paris, ça devient rarissime.
Oui. C'est vraiment- Alors celle-ci, elle mérite juste un petit avivage sur le boîtier et voilà, c'est parti. On peut la porter au week-end. Ça peut plaire à des gens de mon audience. Ça, franchement, C'est magnifique, venez j'adore. la voir, c'est magnifique. Mm. Ce cadran, les reflets du cadran, C'est très beau. il brille un peu. au soleil. Mais c'est surtout la simplicité du. Ça, à cadran. l'extérieur, avec un beau soleil, ça doit être très lumineux. C'est beau et c'est sobre. Tout à fait. Donc, c'est On n'est une, pas dans le too much. une grande Vraiment élégant. sobriété. Voilà. Moi j'ai dit, si, on Elle est pouvait, passe-partout. Hein. si on pouvait la qualifier, on est. On pourra peut-être pas jouer au tennis avec, mais mis à part ça, tu peux faire beaucoup de choses. Ah, je sens le coup de foudre qui naît dans le cœur. Là, on est vraiment dans l'humilité, là. Je trouve. Tu vois, tu as un boîtier en or, tu as, un boîtier qui est assez gros, mais c'est pas bling bling, c'est très élégant, avec ses index bâtons et puis ses chiffres romains à 12 et 6 heures. Je trouve que c'est vraiment, effectivement, ça en fait pas des caisses. Tu vois, c'est ça qui est Ça en fait pas des caisses, c'est exactement ça ça. en fait pas des caisses. C'est ça, C'est pas ostentatoire, non, malgré la taille. c'est ça, tout à fait. Non, mais j'ai un vrai coup de foot pour cette montre. Parce que souvent, le risque, c'est sur les grosses montres, ça peut faire un peu... C'est le genre de montre auquel on s'intéresse quand on a déjà fait le tour de pas mal de montres. Tu penses? C'est pas du premier choix, quoi. C'est pas du premier choix, ce serait pas ton premier choix. Non. Ce serait pas le tien non plus si tu l'as acheté aujourd'hui, par exemple. Tu en as eu d'autres auparavant. Non, mais c'est vrai que c'est beau. Mais Oh là là, des apporteurs d'affaires ici. Mais bon, t'as été commercial, toi, non? T'as pas été Jamais, vraiment, toi. jamais. Ouais, j'aurais pu croire. Mais C'est c'est- un instant. Si c'est pas ton premier choix, ça peut être ton deuxième, voire ton troisième. Ah, c'est sans fin les montres. Exactement. Non, c'est beau. Ouais, c'est très joli. Plus on en apprend, moins on en sait sur les montres. Et là, on a fait le tour hein, de la petite sélection que tu nous as Tout à fait. montré aujourd'hui. C'est quoi cette histoire de ballon là? Tu peux Ah, nous en dire, alors ça. Parce que tu sais qu'ils attendent depuis le début de la vidéo. C'est vrai. Je leur ai montré, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'histoire de ballon? Qu'est-ce que c'est cette histoire de ballon là? C'est un ballon qui a été créé par Louis Vuitton pour la Coupe du Monde de 98. Ok. Coupe du Monde où on a été champion du monde, comme vous le savez tous. Première étoile, Ouais. accrochée au maillot des joueurs français. Et là, on a une pièce exceptionnelle parce que de mémoire, il y a quoi, 3000 pièces qui ont été mises sur le marché. Et là, celle-ci, elle est particulière parce qu'elle a le logo de la FIFA ici. Ouais, France Et 98. France 98. Donc il y en a exactement 2 exemplaires qui ont eu cette chance d'avoir le logo de la FIFA. Un qui est en possession du propriétaire de Louis Vuitton, Monsieur Bernard Arnault, et le deuxième que j'ai ici en main, qui a été fait pour un client particulier. C'est quasiment du sur-mesure. Voilà, la FIFA après a dit non, nous on met pas le logo de la FIFA sur la suite des ballons. C'était une commande particulière, donc c'est vraiment une pièce quasiment C'est un de tes unique. clients qui t'a ramené le ballon. C'est un de mes clients qui m'a ramené les ballons, ouais, qui est un très gros client Louis Vuitton et qui on a fait un très beau cadeau, belle exception. Voilà, donc j'ai le gonfleur aussi, parce qu'il faudrait... Bon, le but c'est pas de jouer au foot avec quoi. Non, on va pas jouer au foot avec, je pense pas, on va le laisser dans une vitrine. On va le laisser dans une vitrine, mais c'est superbe pour les amateurs de football. Ouais. Et, Donc contactez-moi, Coupe du laissez un Monde. commentaire si vous voulez acquérir ce ballon. N'hésitez pas, je me serai en contact avec Didier. Et il est tout neuf. C'est fan de foot, fan de Vuitton. Il est neuf, il n'a jamais servi. On n'a jamais tapé dans le jardin du Ranelagh avec. Non, Donc allez-y, franchement, c'est très joli. pourtant on en meurt d'envie, hein, très beau. C'est vrai, c'est vrai. Ça donne envie de jouer au Ça foot. donne envie de jouer. Mais très bien, bah, on verra, je reviendrai certainement pour voir d'autres de tes pièces. Moi, mon petit coup de cœur, c'est celle-ci. Là, j'avoue, j'ai manqué de mots, puisque elle a beaucoup de personnalité. Elle est vraiment très belle. Elle est très jolie. Elles sont jolies. Hein. Bon, on avait vu aussi cette Breitling dont on a parlé précédemment. Très sympa. C'est de Breitling, oui. Les cosmonautes. Beaucoup, ouais. Oui, ils sont neufs. Petit format en immersion chez un marchand, chez toi Didier. Je sais que les précédentes fois où je l'ai fait, ça a beaucoup plu. C'est certainement le format le plus intéressant. Pourquoi venir chez toi plutôt que chez un autre? Est-ce que tu as un point sur ça ou pas spécialement? Parce que tu es sympathique, ça je le confirme. Merci, c'est gentil. Pourquoi on viendrait chez toi? Quel est l'intérêt? La principale raison, je pense, c'est parce que je suis expert devant l'Union française des experts. Donc je peux officiellement établir des certificats d'authenticité de montres. D'accord. Voilà, on est trois membres
expert en horlogerie moderne et de collection à l'UFE. Il y a Romain Réa, et Geoffroy Adair et moi-même. Donc nous sommes les trois à pouvoir établir ce type de certificat d'authenticité. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu un passé dans l'horlogerie. J'ai travaillé pour Gérard Lecoutre et Rolex pendant des années. Et voilà, j'ai travaillé toute la partie technique, pas uniquement commerciale, toute la partie technique. J'ai fait toutes les formations techniques de la manufacture en Suisse. Et voilà, je suis un véritable passionné. Donc on passe déjà un très bon moment ensemble. Et puis j'essaye toujours de trouver la montre idéale et idoine à mon client. Voilà, on fait beaucoup de recherches aussi, on a beaucoup de demandes. On peut te lire aussi dans Montre Magazine. Ah oui, j'écris aussi, tout à fait, j'écris... Et c'est pas des publics communiqués, hein, ce sont vraiment des histoires d'une montre. Ce sont des articles que j'écris dans Montre Magazine, exactement. Et puis j'ai été le fondateur de la revue des montres, qui a été racheté par Le Point, qui est devenu Le Point Montre. Donc voilà, j'adore écrire et vulgariser entre guillemets l'horlogerie pour la rendre accessible à tous les passionnés. Ton nom c'est Gottardini. Mon nom c'est Didier. Ouais, mais c'est Gottardini. Gottardini. Ouais, c'est Gottardini. Gottardini. C'est quoi, c'est italien ou corse? C'est d'origine italienne. Hein. Mais malgré que j'ai une grand-mère, que mon grand-père a marié une Corse qui s'appelait Gambarelli, donc c'est un mélange des deux. Voilà, c'est très étonnant comme mélange. Voilà. Mais non, c'est d'origine italienne. Comme tous les Italiens, on adore les montres. On adore les montres de collection. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Bah, merci Didier pour ton accueil. Je suis très très content et honoré d'être venu chez toi. Avec grand plaisir. Pu découvrir ton univers, de très jolies montres également. Alors celle-ci, elle est à moi, mais de très jolies montres. On reviendra. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez, si vous avez apprécié ce format, j'en doute pas une seconde. Et c'est à vous de jouer en commentaire. Merci pour votre fidélité. Passez voir Didier si vous voulez acheter une montre ou si vous avez une commande spécifique. L'adresse c'est les Heures Suisses au 14 rue Jean Bologne, juste à 10 mètres de la rue de Passy dans le 16e arrondissement. Métro Passy ou parking Passy Plaza, c'est juste à côté. Ou la Muette. Ou la Muette.